Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. La libre circulation des biens et des personnes dans l'espace UEMOA au centre des échanges entre acteurs politiques et cadres administratifs à Porto Novo. Une séance de travail entre ces acteurs permettra d'évaluer l'application de cette disposition sous-régionale. Mouvement de débrayage en vue à l'ENEAM, le syndicat des professionnels des enseignants de l'École nationale de l'économie appliquée menace de déclencher une grève illimitée à partir de demain mardi. Il réclame le paiement des arriérés de frais de vacation. Actualisation du plan stratégique de relance du secteur agricole, acteurs du monde agricole espèrent et autres partenaires donnent un nouveau contenu à ce document adopté en 2011. À nouveau, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez. Une délégation de la coopération belge évalue le partenariat entre le Bénin et la Belgique. Un déjeuner de travail a eu lieu ce lundi au ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Le ministre Joseph Diogbenou a assuré l'intérim de son collègue des Affaires étrangères. Écoutons les deux personnalités au micro de Alexis Sebemon et Jérôme Mongo. Nous avons démarré hier soir en arrivant au Bénin. Bénin qui est un pays où les premiers accords de coopération ont été signés en 1999 et pour lequel nous développons toute une série de projets sur place, ici à Cotonou et à Porto Novo, et que nous visiterons avec l'ensemble de la délégation bruxelloise toute cette journée. Nous travaillons réellement en partenariat avec les autorités, avec les différents interlocuteurs sur place et donc pouvoir exprimer en tout cas notre gratitude pour la manière dont les choses se déroulent avec beaucoup d'intelligence et une volonté forte en tout cas de Bruxelles de pouvoir poursuivre le travail entamé. Nous avons discuté de la coopération avec la communauté française de Bruxelles. Et vous savez que le Bénin est un pays de concentration de la coopération bruxelloise avec les États africains. Depuis 1984, nous sommes un partenaire privilégié et ce partenariat a été renforcé ces dernières années. Imaginez-vous, pour la période 2015-2017, ça fait presque plus de 16 projets qui sont les secteurs d'intervention de cette coopération. Nous sommes très honorés de sa visite, qui est une visite d'évaluation de cette coopération, mais qui est aussi une visite d'espérance de l'intensification de cette coopération. Le Bénin, Bruxelles ne sont pas seulement jumeaux par l'alphabet, ils sont des jumeaux par le destin démocratique, des jumeaux aussi par l'accompagnement des couches les plus vulnérables. Et c'est ce qui nous intéresse dans cette coopération qui est parfaitement originale. Et c'est pour cela que nous avons tenu à témoigner de l'intérêt du président de la République et du gouvernement de voir cette coopération davantage s'intensifier. Direction Porto Novo, quel est l'état actuel de la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace UEMOA? La question est au centre des réflexions entre acteurs politiques et cadres administratifs en charge de la gestion des fonds migratoires au sein des communes de l'Ouémé Plateau à Porto Novo depuis ce matin. Guillaume Avienou pour le point. Des communes de l'Ouémé, des éléments des forces de sécurité publique, mais aussi des cadres de l'administration publique en poste dans cette région à Porto Novo. Ils se retrouvent tous dans la capitale politique du Bénin pour les assises de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Malgré les actes de foi prononcés ça et là, les tests communautaires sont constamment violés du fait de la méconnaissance des dits tests par les populations. L'objectif principal est d'informer et de sensibiliser les acteurs de développement et les différentes couches professionnelles sur les principaux tests de l'UEMOA relatifs à la libre circulation des personnes, des biens et des services, ainsi que le droit d'établissement.
Les présentes assises qui s'étalent sur plusieurs jours vont être articulées sous forme de conférences-débats organisées autour des sous-thèmes sur l'UEMOA et ses différents chantiers du processus d'intégration, puis la libre circulation des biens et services, sans oublier le TEC, le tarif extérieur commun de la CEDEAO. Le choix de Porto-Novo pour abriter les travaux des dites assises se justifie au regard de la préoccupation que constitue la question de l'intégration pour les autorités de la municipalité de Porto-Novo. En accueillant la cérémonie de lancement de la première session d'information des assises sur la libre circulation des personnes et des biens, notre préoccupation principale est de mieux connaître les dispositions prises au niveau des organisations d'intégration, notamment l'UEMOA, pour faciliter le déplacement des populations et surtout l'exercice des activités commerciales et économiques dans notre espace. Il est attendu des participants la définition de stratégies pour une appropriation des tests par les populations pour une meilleure intégration dans l'espace UEMOA. Mouvement de grève illimité à compter de mardi 24 mai, c'est l'une des phrases contenues dans la motion de grève du syndicat des professionnels enseignants de l'École nationale d'économie appliquée et de management à Cotonou. Ce corps enseignant réclame le paiement de leur arriéré de frais de vacation estimé à 172 millions de francs CFA environ. Daniel Ada, Ibrahim Lawani. Le syndicat des professionnels enseignants de l'École nationale d'économie appliquée et de management dit en avoir gros sur le cœur. La cause, une ardoise de 4 années d'activité non épongée par l'administration de l'ENEAM au profit des enseignants qu'il représente. L'établissement dans lequel nous exerçons doit de l'argent à titre d'aide de vacation. Cette dette date de 2012 pour certains. On doit à peu près 172 millions. Sans compter les autres activités académiques que nous exécutons, mais qui ne sont pas directement chiffrées dans les 172 millions dont je viens de parler. Quand on a rencontré Madame la ministre, elle a dit que le 23... Prise de contact en début d'année académique avec les autorités à divers niveaux, lettre d'ultimatum à l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, motion de grève d'avertissement de 112 heures en date du 12 mai dernier, adressée à la directrice de l'école. Toutes ces démarches sont restées sans suite majeure selon le syndicat. Il est donc temps de passer à la vitesse supérieure, une grève illimitée qui démarre ce mardi. La directrice de l'ENEAM, elle nous a reçus à son bureau. Elle reconnaît les arriérés d'honoraires de vacation dus aux enseignants, mais précise que les caisses de l'ENEAM sont actuellement en souffrance. Nous avons échangé plusieurs fois avec le syndicat et on leur a bel et bien expliqué qu'en ce moment, nous n'avons pas de l'argent. L'ENEAM, c'est l'une des écoles les plus nanties en matière de finances. On veut même négocier un échelonnement. Nous voulons qu'on nous paye ce qui nous revient de droit, à temps et dans les conditions requises, dans les conditions de respect mutuel et dans les conditions du respect du travail que fait l'autre. Mais l'école va payer. Je ne suis pas capable d'avancer une date, mais ce que je sais, c'est que d'ici là, ils seront payés, même cette semaine. Pour la directrice, les autorités rectorales et ministérielles mettent les bouchées doubles pour satisfaire les revendications des professionnels enseignants de l'ENEAM. Le recteur a pris l'engagement de payer et notre ministre aussi, ayant vu leur motion de grève, tout de suite a convoqué une séance, a échangé avec les différentes parties en leur disant « Ne vous en faites pas, donnez-moi jusqu'à une date donnée », c'était la date du 23, aujourd'hui. Mais malgré ça, le mardi passé, ils sont allés en grève. Des victimes innocentes peuvent être enregistrées si rien n'est fait pour baisser la température. Le plus dangereux dans cette histoire, c'est les enfants qui vont au BTS. Dans moins d'un mois, ces enfants doivent aller au BTS. Et c'est la période où on fait les renforcements et on fait les examens blancs. On n'a rien fait de tout ça jusqu'à maintenant. Mais sachez que nous avons nos enfants dedans. Mais tout ce qu'on leur demande en ce moment, ils sont des parents d'étudiants. Ils n'ont qu'à vraiment se calmer. Les deux parties entament de nouvelles négociations avant le lancement du mouvement de grève illimité par les enseignants. Chacune d'elles espère en sortir le sourire aux lèvres. On ne change pas de registre. Descente ce vendredi du ministre de l'enseignement secondaire au CEG de Bantais. Cette visite intervient quelques jours après les incidents malheureux qui ont causé plusieurs dégâts dans la ville et une perte en vies humaines.
en vie humaine bien sûr. Gilles Danso, Ernest Etegou nous en parle. On se rappelle, le 3 mai dernier, un incident malheureux est intervenu au CG1 de Banté. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire est descendu sur le terrain ce vendredi pour en avoir une idée assez nette. Ceux qui ont causé ces dégâts-là, ils doivent être les payeurs, ils doivent payer. Tout compte fait, ils ne payent rien à temps. On ne peut pas accepter dans un pays qu'un groupuscule impose sa loi jusqu'à aller à la mairie pour vouloir brûler, mettre feu au domicile du maire. Là, ça veut dire, on ne va pas dire que c'est des élèves, ça. Tout comme fait, la justice est saisie et force doit rester à la loi. Le représentant des enseignants souhaite le retour au calme pour le bonheur de tous. Le maire revient sur quelques actions entreprises depuis cette crise. Je crois savoir que les autorités ne sont pas restées les bras croisés. Le renfort a été envoyé ici depuis Cotonou et les garnisons du département pour prendre la mesure des événements et calmer, ramener la paix. Nous avions invité les professeurs, les élèves et parents à la maison des jeunes pour échanger et apaiser les cœurs. Le ministre souligne. Nous allons reprendre. Le maire est là-dessus. Facilitons-lui la tâche pour que les choses rentrent dans l'ordre le plus tôt possible. En réalité, les examens sont là. Le VP, c'est dans quelques semaines. Entre-temps, le ministre de l'enseignement secondaire a visité le CEG2 de Banté et le lycée technique agricole de Kataba à Savalou. Parlons agriculture dans cette édition. Le plan stratégique de relance du secteur agricole en phase d'actualisation, il est au cœur d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce lundi à Cotonou. Les participants de cet atelier travaillent à donner une nouvelle orientation à ce document. Samuel Adimi, Bertrand Loyon. Un atelier méthodologique pour actualiser le plan stratégique de relance du secteur agricole PSRSA au Bénin. Il trouve toute sa pertinence dans l'évaluation de l'expérience de la période de 2011 à 2015. Nous avons tous regretté la lenteur dans la mise en œuvre de ce plan qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, en 2015, nous avons senti avec beaucoup de regrets que les choses ne sont pas évoluées comme on l'avait promis au début. Donc il est normal qu'on s'asseye pour réfléchir encore comment nous allons l'actualiser maintenant au nouveau départ, parce que nous ne pouvons pas élaborer un plan stratégique aujourd'hui sans tenir compte de la vision du nouveau gouvernement et voir un peu ce qu'il a promis dans son projet de société. S'il a connu des avancées dans son élaboration participative et inclusive, ce plan stratégique de relance a encore bien des défis. Ces dernières années, les partenaires techniques et financiers ont appuyé la mise en œuvre de cette stratégie de relance du secteur. Cette mise en œuvre, par contre, a montré qu'un tel processus de réforme n'est pas évident et porte en soi beaucoup de défis. Ce n'est pas le lieu ni le moment pour revenir sur chaque détail maintenant. Nous avons constaté ensemble les difficultés qui se posent. On ne cite que la mise en place de certaines agences et des structures des fonds qui étaient prévues dans le cadre du PSRSA et les nombreux échanges que nous avons eus avec les autorités béninoises à ce sujet au cours de ces dernières années. Durant les travaux de cet atelier, les participants vont travailler à le rendre plus pertinent et porteur d'espoir pour le secteur agricole béninois. Le processus d'actualisation du PSRSA, qui inclut une phase d'évaluation de sa mise en œuvre, devra aboutir à un nouveau document de stratégie qui tire sa source des leçons apprises et intègre les nouvelles dynamiques régionales, continentales et internationales, ainsi que les engagements pris par son Excellence Président Patrice Talon dans son projet de société. L'évaluation du PSRSA, elle vise à mesurer les progrès faits vers l'atteinte de ces résultats après 5 ans de mise en œuvre, 2011-2015. Après 72 heures de travaux, les résultats de cet atelier vont déboucher sur les stratégies et méthodes pour l'évaluation et l'élaboration du PSRSA version Nouveau Départ.
Et cette initiation au métier de l'énergie renouvelable, former les jeunes filles au métier des énergies renouvelables, c'est l'objectif de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables ESMER. Elle lance à cet effet une semaine de formation. La cérémonie a eu lieu ce lundi à Calavi. Reportage Wisland Dibla présenté par Jérôme Mongo. Initiation au montage des systèmes solaires photovoltaïques domestiques. C'est sur ce thème d'intérêt général que l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, ESMER, offre un séminaire de formation au métier des énergies renouvelables à ces jeunes filles. Le plus souvent, dans nos pays, le manque d'énergie est récurrent et exprimé par des délestages fréquents et de longue durée. Vous savez sans nul doute que le développement de nos nations tend, il est vrai que l'accès à l'énergie conditionne la satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme, tels que l'alimentation, l'habillement, l'habitat, la santé, l'éducation et j'en passe. Oui, le manque d'énergie est un grand handicap pour le développement de nos nations. Chers séminaristes, le présent atelier de formation auquel vous êtes invités, conviés surtout, et qui démarre ce jour 23 mai 2016, vous permettra de construire votre parcours d'apprentissage des techniques de montage des composants des systèmes solaires photovoltaïques par la prise de contact avec l'environnement professionnel. Cette formation spécialement dédiée aux jeunes filles vise à promouvoir la création participative des femmes dans le domaine de l'emploi. Face à l'important développement du marché énergie renouvelable en réponse au changement climatique, il est important de promouvoir et de dynamiser les filières porteuses d'avenir pour permettre aux jeunes filles de faire face aux défis de leur temps, de constituer un potentiel technique qualifié et de répondre aux exigences du marché. J'ai choisi de faire cette formation parce que tout d'abord, j'ai trouvé le thème de cette formation très intéressant. Et ensuite, j'ai constaté qu'il manque plusieurs cadres spécialisés dans ce domaine. Et j'ai tout de suite bondi sur l'occasion pour participer. Être une jeune fille, c'est d'abord aimer la polyvalence. Il faut d'abord chercher à toucher à tout, connaître tout. J'ai entendu parler de la formation. C'est vrai que ce n'est pas mon domaine, je n'ai pas fait la technique, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que il faut que j'essaie de voir ce qui se passe là. Au terme des 5 jours que va durer cet atelier de formation, les participantes seront mieux outillées sur les tenants et aboutissants des métiers des énergies renouvelables en plein essor de nos jours. Autre actualité, ouverture ce lundi de la 16e réunion de l'Observatoire régional des marchés publics. Cet organe est mis en place depuis quelques années par la commission de l'UEMOA. Il a pour mission de mener des réflexions sur le système des marchés publics dans l'espace UEMOA. Les acteurs de la chaîne de passation des marchés publics sont donc réunis à Cotonou pour 5 jours. Daniel Ada, Ibrahim Lawani. Les organes de passation des marchés publics en Afrique sont assez décriés par l'opinion publique. Des gré à gré sont passés dans des conditions douteuses et la corruption ternit l'image de ces structures publiques. Mais la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pense avoir fait des efforts d'assainissement du milieu depuis la création de l'Observatoire régional des marchés publics dans l'espace UEMOA. Pour le moment, je dis la gestion s'est nettement améliorée. Nous avons établi des indicateurs qui permettent donc de voir cette amélioration. Par exemple, parmi les indicateurs, il y a le niveau de gré à gré, de marché de gré à gré qui est passé dans l'année. Les gré à gré ne doivent pas dépasser 15%. Certains pays le respectent, d'autres ne le respectent pas. On se bat pour que tout le monde le respecte. Les innovations importantes introduites dans les directives répondent bien aux préoccupations actuelles de nos États, confrontés aux besoins de plus en plus pressants des populations de sentir l'impact des politiques publiques sur leur vécu quotidien. L'autorité béninoise de régulation des marchés publics se réjouit du fait que le Bénin est l'un des États de l'UEMOA qui respecte les normes sous-régionales en matière de marchés publics. Les tests législatifs et réglementaires au Bénin sont pour la plupart en conformité avec les normes au sein de la communauté. C'est le bilan global que nous devons faire. Ce qui est souvent problème chez nous,
c'est la mise en œuvre, de ces tests-là. Cette session de l'Observatoire régional de passation des marchés publics doit également se pencher sur la question du partenariat public-privé dans le domaine des marchés publics. Et une note de culture parmi les multiples activités culturelles et artistiques exécutées au Centre culturel chinois figure le cours de piano donné aussi bien aux Béninois qu'aux autres nationalités. Chaque année, les maîtres de piano font aux parents d'élèves pianistes une démonstration du niveau d'apprentissage de leurs enfants. C'est le but du concert de piano qui a eu lieu le samedi 21 mai dernier dans la salle polyvalente du Centre culturel chinois de Cotonou. Wenceslao Aouaimon et Patrick Benou. Patrick Diosso nous font le point. Équilibre du genre respecté pour ce concert de piano au Centre culturel chinois. Quelques pianistes en devenir. Paola Bissorong, Nathan Hodonou, Émilie Junet, Aristote Hubert. Découvrons aussi, l'une après l'autre, Eva Marien et Jade Marien. J'ai choisi le piano parce qu'il n'y avait pas de tam-tam chez moi et que ma grande sœur elle faisait du piano, donc j'ai voulu en faire. Ces témoignages aussi précieux que le jade libèrent la voix, un chemin tracé pour la voix bien moulée de Mounia Badirou qui ne badine pas pour chanter et accompagner au piano le titre Libéré. On continue en libérant 10 doigts pour que 4 mai nous joue un concerto. Le concerto étant une composition pour plusieurs solistes. Concert de restitution de formation dans cet institut culturel chinois. C'est pas seulement pour former les Béninois, les Chinois, les Français, les Américains, toutes sortes de nations. Ici, ce concert de piano est donc multinational. La preuve, Solotiana Aelisona Dranzana est malgache et elle nous joue, entre autres, du Schumann, compositeur allemand. Et l'auteur de cette épître du piano ici, c'est le pianiste aux 2 noms d'apôtre, 2 fois félicité ici. Jean-Pierre, un expert de piano, un expert de piano. Lui-même est aux anges. Ces enfants, quand je suis avec eux, je suis au ciel. Pour aller aussi vers ce ciel musical, les mains expertes du maître montrent le chemin. Parole d'évangile, selon Jean-Pierre Amengandji, l'enfant qui apprend le piano sait se maîtriser pour être un maître, un leader de l'actuelle génération humanoïde, à la tête plongée pour pianoter un androïde. Piano et patience cheminent, car Shiva Piano va sano, qui va patiemment, va sûrement. Patrick Diosso, et on passe aux nouvelles internationales qui nous amènent entre autres au Vatican où le pape a accueilli le grand imam d'Al-Azhar, de même qu'une rencontre internationale qui se tient à Istanbul sur la situation de l'humanité. C'est une compilation de Jérôme Mongo. 2 jours après l'évacuation par avion médicalisé vers l'Afrique du Sud de l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle censé se tenir à la fin de l'année, l'opposition se réorganise à partir de Lubumbashi. Si Moïse aujourd'hui n'entre pas au pays, en tout cas, c'est grave pour nous. C'est grave pour nous. Nous prions le Dieu Tout-Puissant pour qu'il comble la grâce à notre candidat, Moïse Katumbi, qu'il entre bien avant au pays. Tout ce qui peut se passer à Lubumbashi, ça doit être dans la légalité, dans le respect des textes, dans le respect de l'autorité. Que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition. Nous devons sécuriser tout le monde. Donc Lubumbashi, nous voulons la paix. Vous voulez faire votre marche dans la paix. Vous voulez faire ceci dans la paix. Ça, c'est dans la Constitution. Au sein des partis politiques, l'inquiétude grandit. Le départ de Moïse Katumbi étant assimilé à un exil médical. Ce départ n'est pas bon. Ça ressemble à une porte ouverte sur un exil forcé. C'est un piège que ces gens ont tendu à Moïse. La Vox Populi va s'exprimer. Mais le peuple est là, le peuple c'est plus que Kabila, le peuple est au-dessus de Kabila, c'est le peuple qui a donné le pouvoir à Kabila. Il est à même de le lui arracher aujourd'hui, malgré les chars, tout ce qu'on voit ici. Le 4 mai dernier, le gouvernement congolais a ouvert une enquête contre Moïse Katumbi pour recrutement de mercenaires, après l'arrestation le 24 avril de 4 de ses gardes-corps, dont un Américain. L'ONU et les pays occidentaux s'inquiètent, eux, du rétrécissement de l'espace politique en RDC ces 6 derniers mois.
Le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Al-Taeb, se sont vus lundi à la mi-journée au Vatican pour une rencontre historique et très cordiale, selon le Saint-Siège. C'est la première fois qu'une telle rencontre se déroule au Vatican. Le 24 février 2000, Jean-Paul II avait rendu visite au grand imam d'Al-Azhar, le cheikh Mohamed Saed Tantawi, au Caire, en Égypte. Selon le Vatican, ils se sont entretenus principalement de la paix dans le monde, du refus de la violence et du terrorisme, de la situation des chrétiens dans le contexte des conflits et des tensions au Moyen-Orient, ainsi que de leur protection. L'entretien s'est tenu dans la bibliothèque du Vatican. François a offert à son invité son encyclique sur l'environnement, Laudato Si, ainsi qu'un médaillon de la paix. Cette rencontre entre Ahmed Al-Taeb et François marque une nouvelle étape dans la réconciliation après 10 ans de relations tendues entre les deux institutions en raison de propos controversés de Benoît XVI semblant liés islam à violence. Des dirigeants et ONG du monde entier se sont réunis lundi à Istanbul pour un sommet parrainé par l'Organisation des Nations Unies. Il vise à améliorer la manière globale de répondre aux crises humanitaires provoquées par les conflits et le réchauffement climatique. Nous devons faire plus pour éviter les conflits qui accaparent plus de 80% des fonds humanitaires. Cela demande une volonté politique plus grande. La jeunesse d'aujourd'hui construira un monde qu'elle sera fière de léguer à ses enfants. Ensemble, levons-nous pour les plus vulnérables d'entre nous. Ensemble, faisons en sorte de ne laisser aucun homme, aucune femme, aucun enfant derrière. Avec environ 60 millions de déplacés et 125 millions de personnes ayant besoin d'assistance dans le monde, de nombreux acteurs du secteur, États, organisations non gouvernementales et entreprises estiment que le système humanitaire est à bout de souffle et a besoin d'être repensé d'urgence. Le système actuel a malheureusement ses insuffisances pour faire face aux problèmes urgents de l'humanité. Seuls certains pays portent le fardeau des problèmes que ce système n'arrive pas à résoudre. Désormais, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Ce sommet de 2 jours veut engendrer une série d'actions et d'engagements concrets pour, entre autres, prévenir les conflits, faire respecter le droit international humanitaire et garantir des sources de financement stables pour les projets humanitaires. Faites ce journal, merci de l'avoir suivi. Le programme prévoit à 21h le documentaire Chemin de fer en Afrique entre histoire et espoir, et à partir de 22h, les feuilletons, les choix de l'amour et le best-of de la Reine du Sud. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Héloïse Winator. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.